Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Francis Allais et avec Zep pour dessiner les êtres et dessiner le monde. Vaste programme, tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ce titre, évidemment, il est inspiré de votre livre de conversation, Zep, avec Romain Brett, qui est le programmateur bande dessinée de ce festival, d'ailleurs. Un livre qu'on voit là, juste derrière moi, Dessiner le monde. Mais ce que je vais faire pour commencer, c'est dire que vous vous connaissez, et on va montrer d'ailleurs pourquoi vous vous connaissez. C'est l'image suivante. Ah, c'est à toi de le dire. Vous apparaissez, Francis Allais, dans une bande dessinée de Zep. On peut en dire un mot de cette histoire-là, c'est-à-dire cette histoire entre vous deux. Oui, alors c'était le projet The End, qui est un album de bande dessinée que j'ai fait chez Rue de Sèvres, et qui est une histoire, donc une fiction autour de personnes qui observent les arbres, qui observent la forêt, et qui se rendent compte que la forêt est en train de les observer. Et ça glisse vers... Donc c'est un récit d'anticipation, un peu apocalyptique. Et j'ai commencé à piocher des informations autour des arbres et de toute cette recherche sur la manière dont les arbres communiquent entre eux, communiquent avec le reste du vivant, mais pas avec les humains, et dont on est souvent exclu en fait de toute cette communauté du vivant qu'il y a sur Terre. Et je suis allé voir beaucoup de conférences de Francis Allais sur Internet, parce que je trouvais absolument passionnant ce qu'il racontait. Et à un moment, je me suis un peu lancé, je lui ai écrit, j'ai eu son mail et je vais lui demander si je peux quand même lui montrer mon scénario pour voir s'il pourrait le valider. Et voilà, je me suis dit, bon, il me répondra probablement pas, parce qu'il doit être dans un dirigeable au-dessus de la Birmanie. Voilà, parce qu'à l'époque, Francis faisait ce projet fou aussi que j'avais suivi, qui est le radeau des cimes. Donc tu vas en parler après, mais qui est un projet de dirigeable qui se pose au-dessus des canopées des grandes forêts. Donc voilà, la probabilité qu'il soit devant son ordinateur pour répondre à un mail me semblait assez faible. Et il m'a répondu quasi tout de suite qu'il aimait la bande dessinée, qu'il regarderait volontiers, qu'on pouvait se rencontrer. Donc je suis allé le voir chez lui à Montpellier. On a échangé sur cette thématique, j'ai pris plein de notes. Je suis rentré et puis j'ai commencé à dessiner mon storyboard et mes personnages. Et à un moment, ça m'a semblé évident que le personnage du professeur dans cette histoire devait avoir les traits de Francis. Donc j'ai demandé s'il était d'accord d'être un personnage de bande dessinée. Il m'a dit oui, même s'il n'était pas ravi d'être dans une forêt de Suède, parce qu'il préférait les forêts tropicales, mais que bon, il fera un effort pour cette fois. Et voilà, donc voilà pourquoi il se retrouve dans cet album. Alors, Francis Allais, vous êtes ce personnage, mais pas complètement, parce qu'il y a quand même une petite trouvaille de Zep qui ne vous correspond pas tout à fait, d'après ce que je sais, c'est d'avoir fait de vous un fan absolu des Doors dans cet album. C'est une invention. Eh ben, je dois dire que c'est un très bon souvenir pour moi. D'abord parce qu'on a fait la connaissance tous les deux. Ensuite, cette idée que, d'une manière ou d'une autre, les arbres vont devoir se venger de l'être humain. Parce que nous sommes leur seul adversaire. Leur seul adversaire. Et j'ai réfléchi depuis cette époque-là, c'est toujours le seul adversaire des arbres. Alors on me dit, mais c'est pas vrai, il y a des parasites, il y a des prédateurs. Non, 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 non. Ils savent très bien se défendre contre les parasites et les prédateurs. Par contre, ils sont incapables de se défendre contre l'être humain. Il va falloir que ça change, ça. Quand vous avez lu ce scénario de Zep à l'époque, vous vous êtes dit « Ah oui, mais quand même, la fiction, c'est pas assez scientifique ?» Ou au contraire, Non, ça vous pose aucun problème? je ne suis pas sûr que je sache ce que veut dire le terme scientifique. Mais pour moi, il y a les choses vraies et les choses qui ne sont pas vraies. Ça c'est sérieux. On va rentrer dans un autre livre, Francis Allais, c'est Le génie de la forêt. C'est l'adaptation en fait de votre univers en bande dessinée et de vos projets, de ce que vous faites depuis des années, notamment sur la canopée. Ça fait partie de ce qui est abordé dans ce livre, avec l'aide de Vincent Zabu au scénario et de Nicobi au dessin. Pour vous, c'est une expérience nouvelle d'approcher ce médium avec tout votre univers? Non, 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 non. Je sais que vous dessinez par ailleurs. J'aime beaucoup la BD depuis longtemps. Non, non, pour moi, c'est un média assez familier et très utile. Oh, donc, voilà, je me sentais bien là-dedans. Vous dessinez vous-même?
les arbres. On dessine beaucoup. Hein. Pas tout à fait à la manière de Zep, on le verra tout à l'heure. Oh, on dessine tous les deux. Hein. On dessine tous les deux les arbres, hein, c'est clair. C'est presque, toi, c'est ton sujet favori, ça c'est sûr. Mais ouais, moi, je connaissais aussi les dessins de Francis qui dessine les arbres depuis des décennies, avec un dessin très précis, très ligne claire, un peu Hergé comme ça. Moi, je trouve que tu as une approche précise, forcément. Moi, je vais dessiner quelque chose de plus lyrique un peu quand je dessine des arbres parce qu'il y a un aspect narratif. Mais, chacun son style. Mais là, j'ai vu récemment que tu faisais même des coupes de forêt. Des profils. Des profils de forêt. Oui, ça c'est très intéressant. 100 mètres de long sur 20 mètres de profondeur. Et on dessine tous les arbres qui sont là-dedans. Toutes les espèces. Au bon endroit et à la bonne hauteur. Et ça représente, donc 100 mètres sur 20 mètres, c'est combien d'individus que tu dessines? Alors là, ça dépend du type de forêt où tu es. Si c'est la France, comme le dernier profil qu'on a fait, il y a 150 arbres. Okay. Si c'est la Guyane, c'est plutôt 3000. Okay. Pour entrer dans cet univers, dans votre univers, en bande dessinée, il y a un artifice de narration, c'est celui de vous mettre face à un penseur, un ancien penseur, qui vient avec des idées qui sont à la fois justes et à la fois pas tout à fait en accord avec votre façon de voir le monde et la façon dont le monde s'exprime dans les arbres. Vous pensez à Aristote, là? Absolument. L'idée vient de vous? Alors, lui et moi, on a une vraie querelle. Bon, mais comme ça date de 25 siècles, je crois qu'on peut oublier les différends. Et puis, ça n'a aucun sens de critiquer ce que disaient les gens il y a 25 siècles. C'est normal qu'il y ait des différences. Et donc, finalement, je ne lui en veux pas à lui. J'en veux à ceux qui ont transmis ces idées jusqu'à maintenant. Et alors maintenant, c'est plus du tout adapté à notre époque. Le fait qu'il y ait les pierres en bas, puis les plantes, puis les animaux, puis l'être humain au sommet, ça me fait rigoler. Ça fait rigoler tous les évolutionnistes. Grâce à lui, vous pouvez faire entrer le public dans votre univers, parce qu'en lui expliquant en quoi il se trompe, vous l'expliquez aux lectrices et aux lecteurs. Je n'ai pas compris la question. Je dis grâce à Aristote, oui. Vous permettez aux lectrices et aux lecteurs de comprendre en quoi il se trompe. Et puis c'est un très bon compagnon sur le terrain. Hein. Votre vue de la nature est une vue qui aujourd'hui est partagée par beaucoup de gens, mais qui en même temps n'est toujours pas la vue dominante. On se rend compte que cette façon de voir le monde dans lequel on est au sommet de la pyramide n'est toujours pas passée. Vous rêvez de quoi, Francis Allais, pour que le déclic se fasse? Je rêve que mes contemporains s'intéressent aux arbres et à la forêt. Et on est encore très loin de ce but-là, parce qu'il y a une appréhension, pas par rapport aux arbres, mais par rapport aux forêts. Demander à quelqu'un au hasard d'aller passer une nuit en forêt, ça ne marchera pas. Voilà. Or, c'est un endroit merveilleux, la forêt, c'est pas du tout dangereux. Bon, il y a des dangers dans les forêts tropicales, c'est de se perdre. Ça, faut pas rigoler avec ça. Mais sinon, c'est des endroits où on se porte très très bien. C'est des endroits pacifiques et on est inondé de beauté. Oh, moi, c'est là que je me porte le mieux. Après toute une vie, qu'est-ce que la forêt vous apprend encore? Elle vous apprend tous les jours des choses. Mais attendez, on ne sait presque rien. On sait presque rien. Les derniers travaux sur les canopées équatoriales, on a ramené des bocaux de petits insectes récoltés là-haut. Ils descendent jamais au sol. Hein. Donc si on veut les connaître, il faut vraiment aller les chercher là-haut. Eh bien, ils n'ont même pas fini de les trier. C'est des millions d'espèces nouvelles. Et puis les plantes, c'est pareil. On a trouvé beaucoup d'arbres nouveaux. Alors ça, c'est pas extrait de la bande dessinée, ce sont quelques images que j'avais envie d'ajouter pour montrer notamment la majesté du séquoia. Vous avez devant vous, si vous voulez les voir. Le séquoia qui est aussi un de ces arbres millénaires qui a tant de choses à nous dire, à nous expliquer. C'est où ça? Alors ça, c'est dans une forêt canadienne, je pense. C'est pas dans la bande dessinée. Hein. Non, je vois bien. Une image libre de droit. Une forêt boréale.
En quoi est-ce que ce genre d'arbre comme le séquoia est porteur de quelque chose aujourd'hui? C'est vrai. C'est pour l'instant les plus grands arbres de la planète. C'est drôle d'ailleurs quand on parle de la hauteur des arbres. Je voudrais faire remarquer qu'on ne tient jamais compte des racines. C'est comme si moi j'étais dans l'eau jusqu'à la taille et on ne connaîtrait que la partie qui sort de l'eau. C'est un peu idiot. Alors pour un séquoia, il faudrait rajouter 5 mètres. Voilà, c'est pas énorme. Quelque chose de triste, c'est qu'il y avait à la fin du 19e des arbres beaucoup plus grands sur la planète, beaucoup plus grands que les séquoias actuels. Des eucalyptus dans le sud australien qui dépassaient les 130 mètres. Malheureusement, ils ont tous été abattus. La construction des villes australiennes, ça s'est fait comme ça. Les arbres nous sauvent tous les jours. C'est-à-dire, il y a une idée que je voudrais vraiment faire passer auprès de tout le monde. C'est que la seule source d'oxygène que nous ayons sur cette planète, c'est exclusivement la photosynthèse. Ça ne veut pas dire uniquement les arbres, hein. Les petites plantes aussi, ils font de la photosynthèse. Enfin, quantitativement, c'est plutôt les arbres. Nous ne pourrions pas vivre sans les arbres. On ne pourrait pas respirer. Il n'y a pas d'autre source d'oxygène que celle-là. Rien que ça, ça devrait nous amener à les respecter. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Non, non. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le discours qui a globalement changé dans les jeunes générations, elles vous écoutent davantage que les précédentes, suffit à faire modifier les comportements et les prises de conscience? Écoutez, on est dans une période où on cherche un peu désespérément les bonnes nouvelles. Et bien là, il y en a une. L'intérêt du public, et notamment du jeune public, pour les arbres et les forêts, pour moi, c'est une bonne nouvelle. On n'aurait pas imaginé cette réunion là où nous sommes il y a 30 ans. Ça n'aurait intéressé personne. Maintenant, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien parti. Vous avez longtemps prêché dans le désert, au sommet de vos arbres? Prêcher, moi, je n'ai pas l'habitude de prêcher, mais je raconte ce que je vois. Et si, enfin, j'avais des étudiants qui écoutaient, mais ce n'était pas le grand public. Le grand public, maintenant, s'intéresse vraiment aux arbres et aux forêts. Zep, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous aviez une histoire à écrire dans ce domaine-là, cette bande dessinée qui s'appelle Diane, qui s'inscrit dans ces bandes dessinées, on va dire sérieuses, ou pour adultes, que vous avez écrites chez Rue de Sèvres? Moi, j'ai commencé à dessiner d'après nature vers 20 ans. Et mes premiers modèles importants, c'était les arbres. Parce que alors je dessinais, j'ai des carnets, là, on voit un petit peu où je dessine dans la rue, je dessine les gens sur les terrasses de café quand je suis dans le train, je les dessine. Mais assez vite, j'aimais bien dessiner des lieux qui n'étaient pas forcément peuplés. Et puis, ça m'intéressait plus de dessiner les arbres que l'architecture. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, il y avait quelque chose qui m'attirait. Il y avait parfois les deux. Parfois, il y a les deux, ouais. Mais souvent, il y a un arbre qui est prétexte à dessiner un bâtiment qui a été construit autour de lui. Et je me suis aperçu, à force de passer des heures et des heures de ma vie à observer des arbres, qu'il y avait quelque chose qu'il y avait une espèce de relation qui s'installait avec eux. Je ne peux pas la décrire. C'est pas que je leur parlais ou que j'avais besoin de leur faire un câlin, mais je sentais une présence bienveillante. Je me sentais bien en présence des arbres. Et c'est devenu quelque chose qui était comme un rendez-vous. J'allais voir les arbres comme j'irais voir un grand-père à l'hospice. J'allais le rencontrer, j'allais le dessiner et passer du temps. Il y a des arbres que j'ai dessinés plusieurs fois même, parce que chaque fois, en fonction de la lumière, ils changent, et aussi même avec le temps, ils changent et ils bougent. Ils bougent plus lentement que nous, mais ils bougent quand même. Donc un arbre sans feuilles, un arbre avec ses feuilles, mais sans rien connaître de botanique. J'avais fait aucune étude par rapport à ça. Et petit à petit, c'est devenu une évidence pour moi que les arbres étaient des individus, des personnages dignes d'être racontés dans une histoire. Et c'était une espèce de running gag que je disais à mes copains. Je disais, je vais faire un jour un livre dont le personnage serait un arbre.
Et j'étais le dessinateur de Titeuf, donc tout le monde me regardait un peu comme un abruti parce que je disais ça. Et ça s'est fait au moment de Diane, même s'il y a des personnages humains, mais les vrais personnages, les vrais protagonistes qui déclenchent l'histoire, qui sont au cœur de l'histoire, c'est la forêt. Oui. On peut d'ailleurs aller voir quelques images de Diane maintenant. Voilà, donc en voilà une première qui est une image dérivée d'ailleurs de la couverture. Celle-ci aussi. Voilà, ça c'est le début du récit. Mhm. Et c'est un récit qui pourrait être anxiogène, puisqu'il nous annonce une espèce de fin du monde, mais dont le message est un message d'espoir. Alors, il y a un message d'espoir parce que c'est écrit par un humain. Et donc, je suis dans une tradition d'histoire où il y a toujours un fond d'espoir. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas toute l'humanité. C'est l'Arche de Noé. On garde toujours un ou deux pour retenter l'expérience, pour qu'il y ait une seconde chance. Je ne suis pas persuadé que dans la nature, il y ait une seconde chance quand ce n'est pas de la fiction. Je ne suis pas sûr. Quand une espèce s'éteint, elle s'éteint. Est-ce qu'on va s'éteindre? J'en sais rien, probablement. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé, enfin, on n'a pas trouvé notre utilité dans ce vivant sur Terre. Toutes les espèces participent entre elles à la perpétuation de la vie sur Terre. Et nous, pas. L'humain, non. L'humain exploite les autres espèces, mais il ne participe pas. Donc, on a construit toute notre société sur cette pyramide dont parlait Francis, c'est-à-dire qu'on est l'espèce ultime qui est censée dominer les autres. Mais si on remet en cause cette idée-là et qu'on est juste une espèce parmi les autres, forcément, on se pose la question de « Ok, mais alors, nous, c'est quoi notre fonction ?» puisque toutes les espèces ont une fonction dans le vivant. Et pour un auteur de fiction, eh ben, forcément, ça donne envie de questionner ça aussi. Et c'est la question de ce récit de Diane, c'est qu'à un moment, l'humain non seulement sert à rien, mais il précipite la fin des autres espèces et du vivant de manière générale. Donc, il est supprimé par les arbres. Alors Francis Allais, on sait qu'il y a une communication entre les arbres, on sait aussi que les arbres se prémunissent contre certains événements. Vous expliquez d'ailleurs que lors d'un incendie, par exemple, certains arbres, certains seulement, vont dégazer pour se préparer. L'idée de ZEP, elle est crédible? Est-ce qu'un jour, la nature pourrait se rebeller contre la présence de l'homme? Ça aurait fait rigoler tout le monde il y a 30 ans si on avait parlé des communications entre les arbres. C'était d'une nouveauté absolue. Maintenant, il y a plein de laboratoires dans le monde qui travaillent là-dessus. Si ça ne vous embête pas, j'aimerais bien lancer un appel au peuple. Faites donc. Il se trouve que vous vous souvenez sûrement qu'on a été confinés à cause du virus. Et pendant ce confinement, j'avais du temps à perdre, comme je pense que je n'étais pas le seul. Et j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La révolte des arbres. C'est un peu la même idée. Et alors, j'aimerais beaucoup que cette pièce soit jouée. Malheureusement, je ne connais rien au théâtre. Il faudrait que ça soit pris en main par un metteur en scène. Y a-t-il un metteur en scène dans la salle? Ou une metteuse en scène, hein? Non, je voudrais vous raconter l'histoire. Malheureusement, non. Bon. D'abord, il y a des arbres tout autour de la Terre, bien sûr. Mais comme ces êtres-là sont fixés, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont jamais parlé entre eux. La communication entre les arbres, c'est 100 mètres, 150 mètres maximum, mais pas plus. Bon, alors, dans un premier temps, ces arbres, ils se retrouvent au même endroit. Ça, je ne sais pas comment on fait ça, mais c'est une question de théâtre, ça. Il faut un metteur en scène talentueux. Ils discutent entre eux. Alors, il y a des grands arbres de Sumatra, il y a un petit pommier du Calvados, il y a des plantes du Midi, etc. Enfin, il y en a de partout et on les reconnaît à leur accent. C'est ça qui est marrant. Ils arrivent à cette conclusion que, bien qu'ils soient très différents et qu'ils viennent de pays très différents, ils ont un ennemi commun, l'être humain. Et je crois que ça, c'est profondément vrai. Alors, tout d'un coup, ils se disent, mais ça ne peut pas durer comme ça. On ne va pas durer devant l'espèce humaine en se laissant tailler, abattre, brûler, domestiquer, etc. Il faut trouver une solution. On va, disent-ils,
monter un tribunal et faire un jugement de l'être humain. Et puis, s'il s'avère qu'il est coupable, il faudra imaginer une... c'est pas une punition, mais c'est une peine, voilà. Alors, c'est pas commode hein, pour les arbres, parce qu'ils sont immobiles. Ils ne sont pas armés. Ils n'ont aucune expérience de la bagarre, les pauvres. Et en face d'eux, il y a nous, c'est-à-dire des organismes très mobiles, assez astucieux, il faut reconnaître, et lourdement armés. Ça ne va pas être commode d'infliger une peine dans ces conditions-là. Alors, ils s'adressent aux plus anciens d'entre eux, en espérant qu'ils s'adressent au ginkgo. Je ne sais pas si vous voyez le ginkgo, mais c'est l'époque des dinosaures, et puis le ginkgo, il a survécu aux bombes atomiques, etc. Bref, il a peut-être une idée. Alors le ginkgo réfléchit, et il dit, on va faire la grève de l'oxygène. Alors, un arbre peut faire ça, c'est facile. Il suffit de fermer ses stomates. L'ennui, c'est que les arbres, ils ont aussi besoin d'oxygène, mais beaucoup moins que nous. Alors, voilà, la pièce se termine comme ça. On va essayer 15 jours de grève de l'oxygène. Et puis, si ça ne suffit pas et que l'être humain n'a pas compris, ben, on montera à 1 mois. Il y a un problème aussi, c'est que très peu d'êtres humains savent que notre oxygène vient de la photosynthèse. Et donc, c'est forcément lié aux plantes. Il faut leur faire savoir. Alors, bon, il y a un petit moment de la scène où il y a un naturaliste qui met ça sur les réseaux sociaux. Et dans la journée qui suit, toute la Terre entière est au courant. Voilà, c'est la révolte des arbres. Le texte est prêt. Je suis d'ailleurs disposé à le modifier, à l'allonger, à le raccourcir. Mais j'aimerais beaucoup que ça soit joué. Ah, parce on que a quelqu'un qui lève la main. Vous êtes metteuse en scène? Vous êtes actrice pour l'arbre? Super. Super. On a déjà une actrice qui est prête à jouer l'arbre. C'est merveilleux. on démarre la production. Bon, en sortant tout à l'heure, on va régler ça vite fait. Ce qui a bloqué jusqu'à présent, c'est que les gens du théâtre m'ont dit il n'y a pas d'acteur. Donc on ne peut pas faire une pièce de théâtre sans acteur. Et les arbres, c'est pas vraiment des très bons acteurs, parce qu'un arbre, vous ne voyez pas s'il est en train de parler ou si... Enfin, un être humain, on voit s'il parle. Un arbre, c'est plus dur. Enfin bref, voilà, j'ai mon problème. C'est donc un de vos rêves, c'est cette pièce de théâtre. Et un autre rêve que vous nourrissez, c'est celui de retrouver en Europe de l'Ouest une forêt primaire. Ouais. Alors ça, c'est pas rien. C'est pas rien, mais... C'est juste 7 siècles de travail. Si vous regardez le projet de près, c'est pas non plus très difficile. On va retourner dans votre univers à vous. Voilà, on y arrive. Voilà. Mais je vous écoute. Hein. Cette forêt, il faut lui foutre la paix, c'est tout. Pas très coûteux. Faut rien faire pendant 700 ans. 400 ans. Alors ça dépend de l'âge de la forêt de départ. À mon avis, on peut trouver une forêt de 300 ans au départ. Bon, il manquera 7 siècles. La belle affaire. 7 siècles pour un arbre, c'est très peu. Pour nous, c'est énorme, ça nous paraît gigantesque. Mais pour un arbre, c'est peu. Et pour un géologue, alors c'est un clin d'œil, 7 siècles. Voilà. Et alors, pendant cette durée-là, foutons-lui la paix. Ça ne devrait pas être très coûteux, ça. C'est pas coûteux, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord au départ sur le territoire qu'on laisse en friche. Et puis qu'il faut ensuite que pendant des générations et des générations, les gens restent conscients de l'intérêt que peut avoir ce projet. Eh bien, je prends modèle sur la forêt. Une utopie. Il y a une forêt primaire. Il y avait une forêt primaire en Pologne. Je prends modèle là-dessus. Ça s'appelle Bielowieża. Et je peux vous dire que les gens de la région, ils sont extrêmement fiers d'avoir la seule forêt primaire d'Europe. Et il ne faut pas lui faire du mal à leur forêt. Hein. C'est très important. Voilà, je pense que ça peut devenir un peu comme ça ici. Cette utopie, en fait, elle est non pas uniquement destinée à produire de l'oxygène, mais à produire de la biodiversité. Oui. Alors, il va falloir faire une évaluation de la biodiversité au départ, et puis tous les siècles, on la verra augmenter. Et le maximum, c'est quand la forêt est primaire. Ça, ce n'est pas spécial à nos régions, c'est pareil dans le monde entier.
Or, la biodiversité, en ce moment, elle est en chute libre. Donc voilà, je propose cette solution-là. Est-ce que vous en avez parlé à des autorités politiques déjà? Oui. Quel accueil avez-vous eu? Minable. Non, attendez. Voilà qui est clair. Je vais pas dire le nom du ministre qui m'a reçu, mais au début, il était assez accueillant. Il avait compris, ça l'intéressait. Il m'a dit, écoutez, allez travailler dans les Ardennes. Comme c'est un projet européen, ça doit être transfrontalier. Il m'a dit, allez travailler dans les Ardennes, allez travailler dans les Vosges. Là, ça sera franco-allemand. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Je lui ai dit, mais vous pouvez mettre ça par écrit? Ah non. Il veut bien parler, mais il ne veut pas écrire. Nul, voilà. Il y a un vrai problème de prise de conscience encore, de ce que représente ce projet. Enfin bref, on va se passer de l'aide des politiques pour l'instant. Et on a un projet qui marche bien. Et je crois que cette année, si tout va bien, cette année, on aura déjà une petite parcelle. Ça ne sera pas les 70 000 hectares qu'on souhaite, mais ça sera quelques centaines d'hectares. Ça va nous permettre de mettre au point les techniques d'évaluation de la biodiversité, sans que ça soit destructeur. C'est pas évident, hein. Enfin, on va y arriver. Il y a des méthodes. Qu'est-ce que ça nécessite réellement, en nombre de personnes, de moyens Est-ce que c'est juste une question de décision? Je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce qu'il faudrait qu'on se mette au travail. Voilà. Il y a par exemple l'étude des bruits de la forêt. Moi, je ne suis pas du tout compétent là-dedans, mais on me dit que rien que d'enregistrer les bruits d'une forêt, d'une saison à l'autre, ça donne une bonne idée de la faune. Et puis, il y a les génomes qui tombent dans le sol, mais qui restent analysables. Enfin bref, il y a des tas de méthodes, mais il va falloir qu'on teste tout ça. Zeb, vous êtes attiré par le projet? Bien sûr, ouais. Je fais partie du des comité membres organisateur, du du comité de projet. soutien. Je trouve fascinant de se dire qu'on a un projet sur plusieurs siècles. Ça existait déjà, les humains sont capables de ça. On a fait des cathédrales pendant plusieurs siècles. Donc, de dire on va faire quelque chose qu'on ne verra pas, que nos enfants ne verront pas, mais qui va déjà exister, qui va déjà être là, mais qui va prendre vraiment tout son sens, qui va être, entre guillemets, terminé dans 700 ans. C'est quelque chose qui est fou, parce qu'on n'a plus du tout l'habitude d'imaginer quelque chose qui dépasse notre vie. Et même, je pense, on n'a même plus du tout l'habitude d'imaginer quelque chose qui dépasse un mandat politique. Donc c'est aussi ça qui est compliqué, c'est que c'est dur de trouver de l'argent de la part d'instances qui se diront qu'elles ne seront plus là quand ils auront fini leur mandat avant. Mais c'est un vrai projet pour l'avenir. Et je trouve génial qu'il soit porté par Francis. C'est l'autorité dans le domaine, donc c'est magnifique. C'est un des aspects philosophiques de ce projet qui m'intéresse le plus, c'est de renouer avec le temps long. En ce moment, on est tous frénétiques. Voilà. Quand un gadget vous fait gagner une fraction de seconde, on imagine que c'est une victoire. Mais il faudrait qu'on nous explique à quoi ça sert d'aller si vite. Moi, je crois que si on veut faire des choses très belles et très durables, il faut au contraire aller lentement et lui consacrer beaucoup de temps. Mais je vois bien que ce n'est pas dans l'esprit de notre époque. Et si je puis dire, il y a urgence à aller lentement. C'est ça. Une bonne formule. Parce que la biodiversité, vous le disiez, elle est en train de disparaître par poignées entières, comme des cheveux qui quittent le crâne. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Vous savez, dans les changements actuels, on parle très souvent du changement climatique. On a raison. Mais si le climat change, il peut changer dans l'autre sens. Tandis que la perte de la biodiversité, si une espèce disparaît, on est absolument certain qu'elle ne réapparaîtra pas. Moi, ça m'inquiète beaucoup plus que le changement climatique, ça. Est-ce qu'elle ne pourrait pas réapparaître si les conditions de sa vie redevenaient normales, on va dire? C'est-à-dire, par exemple, si des forêts primaires se recréaient, est-ce qu'on n'aurait pas des espèces qui ont jadis disparu qui reviendraient? Je n'ai pas très bien compris la question. Moi, j'ai toujours vécu... Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que certains insectes, par exemple, qui ont déjà disparu, pourraient revenir une fois que les conditions de leur
de leur vie serait de nouveau applicable? Oui, je voudrais dire que pour passer d'une forêt secondaire comme celle qu'on a en Europe à une forêt primaire, ça se compte en siècles, ça c'est comme ça. Mais par contre, il n'y a pas besoin d'attendre que ça soit redevenu primaire pour que ça soit intéressant. Ça aussi, c'est un souvenir du confinement. Les animaux, ils comprenaient qu'ils étaient plus chassés. Et donc, ils venaient au centre-ville. Moi j'habite Montpellier. Et bien, au centre-ville, on avait des sangliers et des cerfs. Donc, dans ce projet de forêt primaire, dès la première année, les animaux, ils comprennent très bien qu'on ne les chasse plus et qu'ils ne craignent rien. Dès la première année, ça va devenir très beau. Zeb, vous suivrez toutes les étapes avec votre carnet de dessin? Peut-être pas les dernières étapes, mais en tout cas celle du début. Ouais. Les premières, en tout cas, oui, c'est certain. Ouais. 700 ans, je vous souhaite de vivre longtemps, mais peut-être pas 700 ans, Zeb. On va essayer de rester le plus longtemps possible. Cette rencontre s'appelle aussi Dessiner les êtres, hein, pas seulement dessiner le monde. Et donc, Dessiner les êtres, c'est notamment l'occasion de faire référence à ce livre d'entretien avec Romain Brett, dans lequel on voit en fait tout votre travail autour de ce qui est connu de vous. Parce que tout le monde vous résume à Titeuf. Un succès pareil, c'est quelque chose qui enferme. Or, depuis toujours, vous vous intéressez à la musique, bien entendu, puisque votre nom vient du groupe Led Zeppelin, mais pas seulement. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous dessinez des arbres, vous dessinez des paysages, et tous ces visages, par exemple de Dylan ou de gens du rock, c'est de la matière vivante dans le dessin. Oui, et même la pierre, même le ciel, l'eau, tout ça, c'est quelque chose qui nourrit la vie de dessinateur. Mais c'est quelque chose... Enfin, cette aventure de livre d'entretien avec Romain Brett, c'était aussi l'occasion de revenir sur ce parcours de dessinateur, en fait. Qu'est-ce que c'est le parcours d'un dessinateur de bande dessinée? Souvent, c'est quelque chose qui commence à l'enfance. On lit de la BD, donc on en fait soi-même, et on dessine dans sa chambre. Et moi, je sais que quand j'étais enfant, si on m'avait dit « tu pourras rester toute ta vie dans ta chambre à dessiner », mais j'aurais été le plus heureux des petits garçons. Je n'avais pas du tout envie de sortir, d'aller à la rencontre des autres, d'aller à l'école, d'aller dans la nature. J'avais juste envie de dessiner sur des feuilles, d'inventer des personnages et de lire de la BD. C'est tout ce qui m'intéressait. Et petit à petit, ma vie de dessinateur m'a forcé à aller dessiner des gens, comme là, voilà, des gens qui posaient à l'école, à dessiner des rues, dessiner la nature, parce que j'en avais au début, de manière très pragmatique, j'en avais besoin pour nourrir mes bandes dessinées. Et puis, j'ai découvert le monde en l'observant et en le dessinant. Et j'ai découvert que j'aimais ce monde, en fait, ce monde qui me semblait un peu inquiétant et que j'avais envie de fuir. J'ai eu envie de m'en approcher beaucoup plus et de passer plus de temps à l'observer. Et c'est souvent des choses dont on prend conscience après coup, justement quand on en parle en interview, on prend conscience de ce genre de choses parce qu'on nous pose des questions qu'on ne s'est jamais posées, parce que les choses, on les fait de manière instinctive. Et en passant ces heures d'entretien avec Romain sur ce projet, c'est aussi pour moi la prise de conscience de ça, qu'au fond j'aime vachement ce monde. Et si au départ j'ai pris cette posture de faire de la bande dessinée humoristique, c'était aussi une forme de... c'était mon kit de survie, l'humour, pour affronter toute cette société qui m'inquiétait un petit peu. Et plus le dessin a pris la place dans ma vie, plus j'ai aimé sortir de ma chambre. Et aujourd'hui, j'ai toujours un atelier dans lequel j'aime dessiner, mais j'adore aller à la rencontre de choses inattendues. Et la découverte de la forêt, du monde de la forêt, et de ce qu'a raconté Francis maintenant, mais aussi beaucoup d'autres choses dont il a parlé dans ses conférences, c'est quelque chose qui m'a ouvert à... La société, c'est pas que l'humanité, c'est aussi, on fait partie d'un vivant beaucoup plus grand que nous, et on essaye de trouver un petit peu ce qu'on fait là-dedans. Alors voilà, moi je fais des dessins, c'est pas d'une utilité phénoménale, mais c'est une manière de comprendre aussi le monde qui nous entoure. Francis, vous parliez tout à l'heure du temps long.
la création, l'écriture, la lecture, la poésie, tout ce qui nous entoure ici au Grand Palais pour le moment, dessin. C'est aussi du temps long. C'est-à-dire c'est sortir de l'immédiateté. Je voudrais, on est d'accord sur ce point-là, que le dessin, c'est quelque chose de fondamental. Si on veut comprendre une structure, ça ne suffit pas de la photographier et de faire clic comme ça. Non, non, non. Il faut la dessiner. Moi, quand je suis devant un grand arbre que je ne connais pas, eh ben, il me faut pas loin d'une journée pour arriver à faire connaissance. Tourner autour, ramasser les feuilles, grimper dedans, etc. Voilà, le dessin, pour moi, c'est essentiel si on veut comprendre des choses compliquées. Qu'est-ce qu'il vous apporte précisément, le dessin d'un arbre? Eh ben, il vous dit quoi? Ça vous contraint à voir déjà. Que vos yeux ne voyaient pas avant. Mais plein de choses. Alors, le défaut des arbres, si on peut parler de défaut, c'est qu'ils seront toujours là, ils seront là demain. Donc pourquoi s'y intéresser aujourd'hui? Et le résultat, c'est qu'on ne les regarde pas. Je vois bien que les gens en ville n'attachent que très peu d'attention à la croissance des arbres ou même à leur existence. Voilà, le dessin nous oblige à voir, à regarder. C'est très important. Permet de comprendre certaines choses? Oui, bien sûr, beaucoup mieux qu'une photo. Attendez, une photo, je suis dans une forêt, il y a un arbre qui m'intéresse. Pour l'instant, pas ceux qui sont à côté. Mais la photo, elle fera que mon arbre, il va être perdu dans un ensemble. Je sais ce qui va se passer. 15 jours après, je vais me dire, tiens, mais pourquoi j'ai pris cette photo-là? Tandis que le dessin, c'est beaucoup plus révélateur. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ouais. Zeb, vous avez compris le monde en le dessinant? Oh non, ce serait prétentieux de dire que j'ai compris le monde. J'ai pas compris grand-chose, mais en tout cas, un petit peu plus en le dessinant, en l'observant. En fait, c'est vraiment c'est une gymnastique. C'est presque une méditation en fait de dessiner, parce que justement, c'est lent. On passe du temps avec les lieux qu'on dessine, on passe du temps avec les gens qu'on dessine. Donc, on voit des choses que parfois les gens eux-mêmes n'ont pas vues sur leur propre physique, parce qu'on a une manière de les observer différente. Et c'est une manière d'entrer en relation, c'est une manière de timide en fait de dessiner, parce que c'est moins frontal. Moi, quand je dessine des gens, j'essaye toujours de faire en sorte qu'ils ne se rendent pas compte que je les dessine, parce que autrement c'est assez gênant comme situation. Ouais. Soit ils vont poser, soit on a l'impression un peu d'agresser de violer leur intimité. Donc je suis là dans un coin et je dessine, et parfois je relève la tête, ils sont partis, ils sont plus là, donc mon souvenir termine l'image. Mais je trouve que au début c'est presque un jeu, c'est presque quelque chose d'obsessionnel, qui est de consigner le monde qui m'entoure dans des dessins, le traduire par du trait. Et après, c'est quelque chose qu'on garde. C'est chaque lieu que j'ai dessiné, je me souviens du lieu, évidemment, mais je me souviens aussi du bruit qu'il y avait, de l'odeur qu'il y avait, de la température qu'il faisait, de ce qui s'est passé avant et après, des gens qui sont venus me parler pendant que je dessinais. Quand vous dessinez, les gens viennent souvent vous parler. Parce que, comme c'est long, ils n'attendent pas que vous ayez un photographe, on ne vient pas lui parler, on attend qu'il ait fini. Un dessinateur, on ne va pas attendre. Donc ils viennent me raconter quelque chose sur le dessin. Si c'est des enfants, il y a toujours un côté, c'est comme un tour de magie de faire apparaître un dessin. Donc ça les amuse, ils viennent, ils mettent le doigt, ils montrent, ils disent « Ah, c'est le même truc !» Donc des fois, il faut enlever les mains des... Ça m'est arrivé dans certains pays où tout à coup, j'avais une grappe d'enfants qui étaient là, qui mettaient tous leurs doigts sur mon dessin et qui montraient en même temps aux autres ce que j'étais en train de dessiner, comme si c'était un jeu, quoi. Il fallait retrouver, c'est cette feuille, c'est cette planche, c'est cette fenêtre. Ça m'est arrivé aussi à Paris, souvent, de dessiner des lieux qui sont, comme moi je trouve, beaux, qui m'intéressent à consigner, mais qui ne sont pas des lieux exceptionnels. Je ne vais pas dessiner le Grand Palais, parce que là, il faudrait des semaines. Mais ça m'est arrivé de dessiner une poubelle avec un réverbère et d'être là dans la rue, dans un coin de rue à faire ça. Et un groupe de touristes passe. Et tout à coup, ils regardent ce lieu et ils se disent, ça doit être génial. Et ils le prennent tous en photo. Ils prennent tous en photo cette poubelle et ce réverbère. Et j'imagine que quand ils rentrent chez eux, c'est comme ta forêt. Ils se disent, mais putain, mais pourquoi j'ai pris en photo ce truc, c'est nul. Parce que ça n'a pas tellement d'intérêt à être photographié, mais à être dessiné, oui. Voilà. C'est tiré de tes carnets intimes, ça? Ouais. Ça, c'est les carnets de voyage. C'est épuisé, non? Ouais, c'est épuisé. J'aimerais l'offrir à des quantités d'amis, mais je ne le trouve plus.
Attention, un appel. Est-ce que Gallimard veut sortir un tome 2? Francis, justement, Zeb parlait à l'instant du fait que parfois on s'arrête pendant qu'il dessine. Vous, quand vous êtes dans la forêt, il n'y a pas grand monde pour vous regarder dessiner. Non, dans la forêt, j'ai vraiment un calme absolu. Une paix totale. Mais dans un jardin botanique, je me rappelle Medellín, en Colombie, je dessine une liane. Et les gens voient que je dessine, alors ils regardent ça. Effectivement, ils commencent à prendre des photos. Il y a même d'autres qui se sont mis à côté de moi pour dessiner. Ça veut dire qu'il faut ouvrir les yeux. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça la qualité principale du dessin, c'est que ça oblige non pas seulement à voir, mais à regarder. Et on apprend déjà beaucoup de choses en regardant. Zeb, on peut dessiner partout le monde et avec les outils qu'on voit là, par exemple, Là, tu vois, la c'est couleur. très rudimentaire. Ma boîte d'aquarelle, elle est une fois fermée, c'est une petite boîte comme ça. C'est un pinceau télescopique qui rentre dans ma poche. Et il faut de l'eau. Donc l'eau, on en a toujours avec soi. On a une gourde. Donc ça m'arrivait de dessiner avec du thé, avec toutes sortes de liquides. Enfin, pas toutes sortes, mais plusieurs sortes. Et j'ai des carnets qui sont petits, qui tiennent dans une poche. Donc oui, on peut dessiner un peu partout. Après, c'est quand même une activité physique, c'est-à-dire que des fois, quand on dessine sur le dessin là, des Gastlausen, qui a une chaîne de montagnes assez pointue, quand on est assis sur une de ces pointes, il ne faut pas que ça dure des heures non plus, c'est assez douloureux. Mais je n'ai pas le droit de dire ça, parce que la première photo que j'ai vue de Francis, il est assis sur une branche d'un arbre en train de dessiner, je pense à 30 mètres du sol. Oh, plus que ça. Plus que ça, voilà. Le Moabi, c'est plutôt 60 mètres. Ok, voilà. Donc, c'est une discipline tout-terrain, quoi. Oui, Francis, l'inconfort, c'est quand même une des choses qu'il faut accepter lorsqu'on va, par exemple, sur la cime des arbres. Absolument pas. Non, ça, c'est pas le problème. La sécurité, oui. Quand on est en haut d'un grand arbre, il vaut mieux s'attacher, voilà. Être en haut de la canopée, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Zeb y a fait allusion de ce projet de se poser tout en haut de la canopée. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent, Francis Allais? Aucune de nous ici n'aura cette expérience un jour, je pense. Alors dites-nous ce qu'on ressent. Alors ça a duré 30 ans. Il est sorti un très beau bouquin qui s'appelle Le Radeau des Cimes chez Actes Sud, si je ne me trompe pas. Et s'il y a des gens que ça intéresse ici, ça va repartir. Non pas le Radeau des Cimes, parce que on était 3, mais on est trop vieux maintenant pour s'occuper de choses comme ça. Mais il y a un groupe de jeunes naturalistes très compétents et très motivés qui relance l'exploration biologique des canopées équatoriales. Ça s'appelle le Horizon Canopée. Et la présidente, Maëva Bardi, elle est à Lyon. Et c'est très prometteur parce qu'ils ont des appareils volants qui sont nouveaux et beaucoup plus économiques que notre énorme dirigeable. Voilà, enfin bref, c'est reparti. Et il est probable que la première opération soit au Costa Rica, ce qui est un très bon choix. Vous n'avez donc pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-haut? C'est très curieux. Ceux qui montent pour la première fois, ils sont évidemment très étonnés, parce que c'est un monde totalement différent de ce dont on a l'habitude dans le sous-bois. Au début, comme ça bouge et que c'est du caoutchouc et du tissu, ils sont un peu méfiants. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça a été très bien décrit par des auteurs américains, ça. Nous retrouvons notre lieu de naissance. Pas notre naissance personnelle, mais le lieu de naissance de notre espèce zoologique. Les Homo sapiens, je ne le prenais pas mal, mais nous sommes des primates, et donc nous sommes d'origine arboricole. Notre lieu d'apparition, c'est le sommet des grands arbres sous l'équateur, pas ici. Voilà. D'ailleurs, notre organisation physique, quand on la regarde bien, on s'aperçoit que c'est exactement imposé par les déplacements arboricoles. Le pouce opposable aux autres doigts, les yeux rapprochés qui permettent de voir le relief, etc. La stature verticale, tout ça, c'est des souvenirs de notre origine arboricole. Est-ce qu'on ressent la bienveillance des arbres quand on est comme vous, à leur contact? Ah oui, on est
Ça m'inspire une sécurité absolue. Ouais. Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette bienveillance? Extrêmement beau en plus. Hein. Je voudrais vous décrire une nuit sur une canopée de forêt primaire en Équateur. Dès que le soleil descend, avant même que ça soit la nuit, vous avez un concert formidable qui se déclenche et les musiciens, si je peux dire, c'est des grenouilles, ou plutôt des rainettes arboricoles. Alors ça, c'est un concert très très fort. Le temps passe un peu et il apparaît des cris. Moi, je ne suis pas toujours capable d'identifier l'animal parce que ce n'est pas mon métier. Les plantes sont plus silencieuses. Mais des singes, des chauves-souris, on arrive à entendre certaines chauves-souris. À mesure que la nuit passe, c'est de plus en plus les oiseaux. Et avant que l'aube apparaisse, il y a ce que les Anglais appellent down chorus, c'est-à-dire un concert d'oiseaux énorme, énorme. Bon, ajoutez qu'il n'y a pas que le concert, il y a aussi les parfums. On est entouré d'arbres en fleurs. Le sous-bois, il y a très peu de fleurs, c'est trop sombre. Les fleurs sont en haut et elles s'ouvrent la nuit. Elles s'ouvrent la nuit parce que les pollinisateurs sont nocturnes et on est entouré d'un parfum, d'un mélange de parfums inoubliables. Ajoutez encore à ça que beaucoup d'organismes, animaux et végétaux, deviennent lumineux pendant la nuit, de sorte qu'on est entouré d'un tourbillon de bestioles lumineuses. Dans le midi de la France, on a ça, on a des lucioles. Hein. Mais là, c'est multiplié par 1000. C'est très, très étonnant. Inoubliable une nuit là-haut. C'est pas très confortable, mais ça vaut mieux parce qu'on se dit c'est bête de dormir. L'expérience vous tente, Zep? Ah, c'est clair. Après ça, on a tous envie d'aller passer une nuit sur la canopée. Alors là, c'est pas la canopée qu'on voit, hein, c'est un arbre un peu plus raisonnable au niveau de la hauteur. Ouais, ça c'est la Suède, c'est des petits arbres. On va terminer avec quelques images encore de... Voilà. Non, on va terminer avec ces couvertures, tout simplement. Comme ça, vous les avez bien devant vous et vous pouvez noter les 2 livres qu'il vous faut absolument avoir, parmi les autres que vous avez bien entendu écrits tous les deux. Merci à tous les deux. Donc, Le génie de la forêt, Francis Allais, est une bande dessinée parue chez Albin Michel sur le scénario de Vincent Zabu et le dessin de Nicobi. Et le Zep, Dessiner le monde, conversation avec Romain Brett, est paru chez Rue de Sèvres. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.